Voilà, donc ça y est, c'est lancé. Donc, je disais merci beaucoup, Lucie, d'être avec nous sur cette chaîne de Challenge ta vie aujourd'hui. Très contente de t'avoir avec nous, que tu aies accepté l'invitation. Et pour commencer toutes les interviews, du coup, je vais te demander de te présenter aujourd'hui, nous dire ce que tu fais. D'accord. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Lucie Hédard. Je suis l'auteure, la fondatrice du blog Voyage et Vagabondage que j'ai créé il y a 9 ans et que j'ai décidé d'arrêter tout récemment de manière professionnelle. Donc j'ai été blogueuse voyage professionnelle pendant 5 ans, je dirais, environ. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma retraite, on va dire, et de prendre du recul sur le voyage, en fait, et sur ce côté de ma vie. D'accord, ok, super. Et, euh, et du coup, tu t'es lancé du coup dans le blog voyage à l'époque. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu le parcours, le background, comment tu en es arrivé là? Euh, voilà, nous retracer les grands moments de ce parcours. Ça marche. Donc, il faut savoir qu'avant Voyage et Vagabondage, j'avais déjà eu 3 ou 4 blogs, je me souviens plus. J'ai commencé à bloguer en 2006, donc assez tôt, parce que j'étais expatriée dans différents pays. Et à chaque fois, je voulais partager mon expérience. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de regrouper. J'avais un blog littérature aussi, donc de regrouper un peu le blog littérature et voyage ensemble et de faire un endroit de partage plus culturel, disons. Et je préparais aussi mon tour du monde. Donc à l'époque, en 2011, j'habitais à Londres, j'étais traductrice, c'était mon premier emploi et je préparais un tour du monde pour 3 ans plus tard. Donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé Voyage avec Vagabondage. Ok. En 2013, je suis partie en tour du monde, du coup pendant 15 mois, un tour du monde en solo sans itinéraire qui s'est très très bien passé. Et Ouais. à partir de là, Voyage et Vagabondage a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie et aussi professionnellement et j'ai décidé de devenir blogueuse professionnelle. Ouais. Et pas en même temps de devenir nomade digital. Donc ensuite, je suis partie sur la route pendant 5 ans. Donc je n'avais pas de logement et je travaillais en tant que blogueuse et traductrice sur la route, en Mhm. vivant au Japon, en Argentine, en voyageant en Europe et en allant un peu dans tous les sens. J'ai vécu en Thaïlande aussi. Je suis rentrée de cette année de nomadisme, de ces 5 ans de nomadisme, il y a 1 an et demi environ. J'ai vécu 1 an à Paris, tout en continuant mes missions de blogueuse professionnelle. Et j'ai déménagé de Paris et décidé aussi d'arrêter le blog voyage. Donc voilà pour les grandes lignes. D'accord. Ok, super. Et du coup, tu nous as parlé donc d'années 2011-2013. Tu avais quel âge sans indiscrétion à l'époque? Bonne question. J'étais tout juste diplômée, donc en 2010, je devais avoir 23 ans. Donc ouais, je suis partie, j'avais 26 ans autour du monde, donc c'est un peu plus âgé que les tours du mondistes classiques, j'imagine, aujourd'hui. Mais ouais, j'ai eu le temps d'avoir mon premier métier, on va dire, ma première expérience. C'était important pour moi d'avoir ça sur mon CV, ça me rassurait Ouais. avant de larguer les amarres. D'accord, super. Et non, ce qu'on peut noter, c'est que tu nous as dit en 2011, je prépare mon tour du monde d'ici 2 à 3 ans. Et au final, tu t'y es bien tenu. En 2013, tu es parti. Et en fin de compte, tu avais bien ça en tête, tu avais tout bien organisé et pour que ça se fasse, quoi, finalement. J'étais très déterminée. En fait, le jour où j'ai eu mon premier contrat de travail, où j'ai signé, j'ai décidé que je partirais 3 ans plus tard et que ça me permettrait, que ça me donnerait le temps d'économiser assez pour pouvoir partir. Et puis ça s'est réalisé. Finalement, j'ai pas eu de soucis. J'ai pu continuer d'économiser tranquillement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai vraiment organisé ma vie pour économiser un maximum pour pouvoir partir voyager. C'était un peu la seule chose que j'avais en tête, c'était partir en tour du monde. C'était un peu obsessionnel. Ok, ok, ouais. Et d'où cette envie finalement de partir en tour du monde comme ça à la suite des études? Alors j'avais toujours eu envie de voyager, pas vraiment eu l'occasion de voyager loin dans mon enfance, ni pas beaucoup en Europe en fait. J'avais très peu voyagé et je pense que c'est une envie qui vient plus de mes lectures. J'étais une grande lectrice et du coup j'avais envie de voir le monde, j'étais très curieuse. Je rêvais de vivre au Japon, je rêvais d'être grand reporter quand j'étais plus jeune. Ouais. Et
Et en fait, c'est de savoir que la possibilité existait qui m'a permis de me décider. Parce que j'avais fait un stage au Canada, j'avais été étudiante en Suède aussi, donc ça avait ouvert un peu mes horizons. Et j'avais commencé à lire des blogs de 2 voyageuses spécifiquement, qui sont des blogueuses voyage importantes aujourd'hui, le blog de Sarah et Adeline de Voyager, etc. Et je m'étais rendu compte en lisant leur blog que c'était possible, que ça coûtait pas si cher que ça. Et parce qu'à l'époque, il faut savoir que partir en tour du monde, c'était moins commun qu'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais vraiment besoin de voir des filles comme moi, au final, qui le faisaient et qui étaient revenues en France et qui avaient pu retrouver un travail et un peu être rassurées sur tous ces plans-là et Ouais. me dire, bah ok, moi aussi, je peux le faire. Super, génial. Génial. Et du coup, du côté plus pratique et organisationnel, comme tu l'as dit, tu as vraiment bien organisé ta vie pour t'assurer que ça se réalise au bout de 2 à 3 ans, donc. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails par rapport à ça quand on a une envie de tour du monde et qu'il faut justement organiser sa vie pour que ça se fasse? En clair, tu as fait quoi en clair? Alors, il faut savoir que j'habitais à Londres, qui est une ville Bah ouais, très chère. ouais. Poste en plein crise économique, donc petit boulot, petit salaire. Hmm. Donc j'ai dû prendre des décisions. Moi, je ne viens pas d'une famille aisée, j'avais pas du tout d'argent de côté. Enfin, j'ai vraiment économisé 20 000 € en 3 ans, en gros, partie de rien. Et donc l'idée, c'était de... Ouais, ouais, ouais. L'idée, c'était vraiment de... Bah, de toute façon, j'étais pas très shopping, donc c'était facile de pas faire de shopping, pas manger dehors, c'est pas si cher à Londres, mais vraiment de faire attention à toutes mes dépenses. J'ai arrêté de boire pendant 1 an parce qu'à Londres, ça coûte cher le budget bière dans les pubs. Par Ok. contre, ma vie s'est pas arrêtée parce que j'ai trouvé tous les moyens de faire plein de choses pas chères. J'ai commencé à aller à des concerts gratuitement. Mhm. Je voyageais dans toute l'Europe en bus de nuit, en couchsurfing, en stop. Donc j'ai commencé aussi à avoir cette pratique du voyage et du voyage pas cher Mhm. en essayant d'économiser pour ce tour du monde. Mais j'étais très très occupée et ça, c'était pas un sacrifice en fait. Enfin, je sacrifiais que sur des domaines qui n'étaient pas importants pour moi. D'accord, ouais. Donc la clé, c'est finalement identifier les domaines qui sont les moins prioritaires pour nous, qui sont secondaires et économiser là-dessus, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais. Pour le côté financier, ouais. Et après, le reste, ah si, une petite anecdote, j'étais Mm. tellement déterminée que je ne voulais absolument pas rentrer dans une relation sérieuse avec quelqu'un par peur de ne pas pouvoir réaliser mon projet. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place, des sortes de barrières pour pouvoir partir seule. Ce D'accord, qui peut ok. paraître un peu fou. Bah non, moi, tu savais ce que tu voulais, hein. Tu savais ce que tu voulais. Donc, non, non, bravo pour ça. Et donc, du coup, maintenant, on est dans ton tour du monde. Ça y est, tu as tout fait pour que ça arrive et donc tu y es. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce tour du monde par où tu es passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Voilà, les plus gros, on va dire, événements qui t'ont marqué de ce tour du monde. Mhm. Je, Bon, j'ai décidé au final de partir sans itinéraire. J'avais rêvé pendant 3 ans un itinéraire et puis au final, j'ai trouvé un billet pas cher pour aller en Colombie en fait. Et Ok. je me suis dit, ok, je pars dans ce sens et on verra bien. La Mhm. Colombie, ça a été une grosse étape parce que il y avait cette image de pays dangereux à l'époque, Ouais. cette image pas très safe pour les backpackers. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur en arrivant. Et au final, Mhm. ça s'est tellement bien passé. J'ai rencontré tellement de belles personnes, de voyageurs. J'ai Mhm. adoré le pays et ça m'a un peu lancée dans tout ça. Ensuite, il y a eu l'Antarctique qui a été une étape très marquante. Je Ouais. voulais vraiment y aller. C'était un gros budget et finalement, je suis contente d'avoir réalisé ce rêve. Mhm. Euh, et puis après, il y a eu toute la partie asiatique qui était, je pensais que ce serait la partie que je préférais, donc je l'avais gardée pour la fin. Et au Ouais. final, il s'avère que c'est l'inverse, que je préfère l'Amérique du Sud à l'Asie, mais ça, on ne peut pas le savoir avant d'être dedans. Ouais. C'est loin ce tour du monde, donc c'est vrai que c'est dur de se rappeler à l'inverse des voyages que j'ai fait après. Ce que j'ai aimé, en fait, j'aimais
vraiment sortir de ma zone de confort. Et donc, j'aimais le changement, le mouvement, j'aimais changer de pays, découvrir de nouvelles choses. Je faisais beaucoup de sauts à l'élastique, de choses un peu extrêmes. Extrême. Ouais. Antarctique, j'ai fait un plongeon polaire, par exemple, j'ai campé en Antarctique. Donc, j'aimais un peu ces expériences un peu folles. Ouais. Et puis de rencontrer des gens de tous les pays et de sortir un peu de celle que j'étais à l'époque. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le voyage, c'est au final d'arriver quelque part, personne ne me connaît, et d'avoir une sorte de page blanche et de pouvoir tout recommencer, tout recréer et Ouais. apprendre à me connaître à travers ça au final. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais. En effet, quand on arrive dans un pays étranger, on est dans un autre cadre, quoi, et on n'a plus l'entourage qu'on a l'habitude d'avoir, donc on n'a plus cette crainte un petit peu aussi du regard des autres, parce qu'on se dit que personne ne nous connaît, et finalement, c'est là peut-être qu'on va se développer réellement, tu vois, par rapport à notre nous profond et pas à notre nous étiqueté, on va dire, depuis notre plus petite enfance. Je te rejoins vraiment là-dessus. Euh, Waouh! Et l'Antarctique, là, je suis super curieuse. Est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu plus en détail cette expérience? Parce que là, pour le coup, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont fait, cette expérience, et ça doit être assez impressionnant. Oui, donc à l'époque, c'était possible en fait d'avoir des prix en dernière minute à moitié prix ou plus de 50% de réduction, ce qui permettait aux backpackers d'aller en Antarctique. Donc c'est au départ d'Ushuaia, la ville la plus au sud de l'Argentine. On part en bateau de croisière. En fait, il y a 2 jours de traversée, 2 ou 3 jours en fonction des vagues du passage de Drake. Et ensuite, selon le bateau, l'excursion choisie, il y a, moi je suis partie 10 jours, il y en a qui sont plus longs. Et l'idée c'est de s'arrêter à différents points pour découvrir les icebergs, les baleines, les manchots, les léopards de mer, tellement d'animaux, et au final de découvrir une terre qui est vierge de la présence humaine, parce qu'on ne va pas visiter des bases scientifiques ou quoi, c'est vraiment des paysages incroyables. Ce sont les paysages les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Ça a été aussi les moments, les rencontres animales les plus proches, parce en tout cas à l'époque, ils n'avaient pas peur de l'homme. Après, il faut aussi savoir, je pense que c'est important de le dire, que c'est un tourisme qui s'est beaucoup développé aujourd'hui, et moi, je n'y retournerai pas. Dans les conditions actuelles, j'y ai été un peu naïvement, en pensant que ça n'avait pas un impact. Ouais. Aujourd'hui, je ne le recommande pas parce que je pense qu'il faut protéger ce type de terre. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir vécu ça, et je suis très reconnaissante d'avoir eu cette insouciance de pouvoir y aller sans me poser de questions. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je le recommanderais. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Vu le contexte actuel, plus ça va, plus en effet, le tourisme se développe dans des zones enfin, ouais, de manière massive, en fait, de manière massive un peu partout. Et bientôt, on n'aura plus un coin tranquille dans le monde, quoi, aussi. C'est un petit peu ça, Exactement. Exactement. les risques Et du puis, les tourisme. manches, ils ont le droit d'être tranquilles aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Waouh, génial. Franchement, par rapport à tes expériences, génial. On pourra y revenir un petit peu plus loin dans l'interview. Maintenant, si on revient un petit peu à ce côté entrepreneurial, à ton blog Voyage et Vagabondage, tu nous as dit qu'en fait, un petit peu intuitivement, naturellement, il s'est développé et tu t'es donc spécialisé après professionnellement là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à cette décision, parce que j'imagine quand même que c'est pas une décision qu'on prend non plus comme ça. Ça roule tout seul, impeccable. Est-ce que tu pourrais nous détailler aussi cette aventure-là entrepreneuriale? Alors, il faut savoir que moi, je voulais être journaliste quand j'étais étudiante, et que j'ai un peu dérivé vers l'édition et que je me suis retrouvée à être traductrice. Donc, le parcours a été un peu alambiqué. Donc, c'est juste pour la base. Et j'adorais écrire, et le blog, ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire, c'est commencé par passion, en fait. Et puis,
Donc, mon tour du monde 2014-2015, j'ai commencé à être beaucoup sollicitée par des offices de tourisme, principalement des offices de tourisme, très peu de marques, pour partir en voyage, pour faire des collaborations, pour les mettre en avant de différentes manières. Et du coup, c'est vrai que face à ces opportunités, je me suis rendu compte que je commençais à gagner de l'argent. Alors, j'étais déclarée auto-entrepreneur depuis le début pour les petites Mhm. rentrées, les petits projets qu'il y avait. Et ça a été un processus en fait assez long parce que je ne me l'admettais pas moi-même que j'étais blogueuse professionnelle en fait et j'étais toujours traductrice à côté. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur et ouais, peur de faire ça. Donc j'ai mis quelques années à vraiment admettre que j'étais professionnelle et à Mhm. vraiment me professionnaliser dans cette thématique-là. Alors c'est passé par plein de manières différentes. Il y avait des collaborations donc, avec les offices de tourisme, mais Mhm. moi je me suis spécialisée dans le domaine de Pinterest, donc je suis Ah oui. devenue community manager, j'ai donné des conférences à ce sujet, ce qui m'a permis de donner des conférences autour du voyage, autour du marketing. Donc en fait à la base le blog c'est vraiment une vitrine qui m'a permis d'accéder à plein d'autres idées. Être blogueur de voyage professionnel c'est pas seulement travailler avec des offices de tourisme, il y a plein de manières de faire, il y a la photographie, il y a la vidéo. Chaque blogueur, je pense, a son business model et sa manière de voir les choses. Donc voilà, et puis les 2 dernières années avant ma prise de retraite, ça marchait très bien en fait. C'était devenu ma source de revenus principale et quelque chose que j'aimais beaucoup faire, mais qui me confrontait à mes valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Ouais, parce que du coup, on se rend compte qu'avec le temps, on évolue aussi, on a des envies différentes, des besoins qui évoluent. Et aujourd'hui, c'est plus forcément en phase avec la Lucie de 2011 ou 2013, c'est ça? Disons que être blogueuse de voyage professionnel, c'est très en phase avec la Lucie de 2011, mais c'est plus en phase avec la Lucie de 2020. Mm. En effet, après toutes ces années de nomadisme, j'ai besoin de plus de stabilité. Mhm. Et le voyage est moins quelque chose dont j'ai envie, même dont j'ai besoin. C'était vraiment un besoin à l'époque, je pense. Mm. Et aujourd'hui, ça n'a plus vraiment part dans ma vie, pas de la même manière en tout cas, pas en mode voyage, tourisme, exploration. Mhm. Je compte redevenir expat comme avant, qui est un mode de voyage qui me convient mieux. Mhm. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté. Ce sont mes valeurs écologiques en fait que j'ai découvert à travers le voyage, que je Ouais. n'avais pas avant, mais qui se sont radicalisées au fur et à mesure des années et de la situation du monde. Mm. D'accord. Ok. Et si on revient sur ton parcours, est-ce qu'il y a eu quand même des phases où tu as douté ou est-ce que ça s'est vraiment tout enchaîné naturellement de par en effet les opportunités, les portes ouvertes, les contacts? Est-ce qu'il y a eu quand même des phases de doute quoi finalement par rapport à tout ça, si ce n'est en effet le syndrome de l'imposteur dont tu nous as parlé? Alors, je dirais pas que ça a été quelque chose de très facile parce que c'est quand même un mode de vie précaire, notamment comme moi j'avais choisi de le vivre, donc nomade et professionnel à la fois, ce qui veut dire que parfois on n'est pas là pour certains contrats, on est trop loin, c'est compliqué Mhm. pour revenir. Donc il y avait le côté précarité, ça a été très précaire jusqu'à 2 dernières années, donc j'ai mis beaucoup de temps et je pense que c'est normal en fait de mettre du temps à vraiment stabiliser au final cette auto-entreprise. Mhm. Euh, le côté précaire et après, par contre, j'avais aucun doute quand je le vivais sur le moment, j'avais aucun doute sur ce mode de vie, que c'était la bonne chose pour moi d'être nomade, d'être blogueuse. J'incarnais vraiment cette personne et c'était moi au plus profond de mon être. Donc sur le moment, il n'y avait aucun problème. Par Mhm. contre, j'ai fait un burn-out en 2017. Un burn-out qui était un mix de trop de voyages, trop de travail, parce que je me suis noyée dans ce travail. Enfin, c'était ma passion, donc Mhm. j'étais incapable de m'arrêter. Je pense qu'on est beaucoup comme ça dans le blogging. Mhm. Et ça s'est manifesté par des moments dépressifs, enfin, voilà, des choses assez compliquées. Mhm. Et au final, je pense que la leçon à tirer de tout ça, c'est de toujours réévaluer
est-ce que ce qu'on est en train de faire est en accord avec la personne que nous sommes aujourd'hui. Ouais, c'est Et ça. c'est Ouais. parce que c'était bien il y a 3 ans que c'est bien aujourd'hui. Ouais. Et d'où aussi cette décision de prendre la retraite. C'est tout simplement pour être alignée avec moi-même et arrêter de lutter. Des doutes sur la potentialité d'en faire un business, etc. Non, parce que, alors oui, il y avait la précarité, mais il y avait quand même un engouement. On sentait que les offices de tourisme étaient beaucoup plus intéressés. Enfin, il y a eu une progression de 2011 à 2019. Enfin, c'est tellement différent de gagner 100 euros tous les 6 mois en 2011. C'était déjà waouh! Alors que c'est Ok. devenu un métier ensuite. Donc, non, j'ai toujours cru que c'était un business model qui faisait du sens. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, je n'ai pas assez de recul et je ne suis plus dans le milieu du tourisme pour en parler. J'ai des doutes, j'ai des forts doutes sur combien de temps ça peut durer. D'accord. Ok, ok. Et, euh, et donc, du coup, ce que tu as dit qui est intéressant, c'est en effet le fait de qu'on soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, enfin, n'importe quelle situation, ce qui est important au final, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, enfin de toujours même se poser des questions au fur et à mesure de notre vie, parce qu'on est en constante évolution finalement, comme le monde est en constante évolution. Et, et ça, j'ai trouvé ce passage très intéressant parce que je ne sais pas si… moi, j'ai déjà lu quelques articles quand même sur ton blog et je trouve que tu faisais quand même indirectement des liens aussi avec le développement personnel. Est-ce que justement, aujourd'hui, malgré la situation, l'écologie, toutes ces inquiétudes, est-ce que le voyage pour toi, c'est vraiment quelque chose, en effet, qui a boosté ton développement personnel, ta croissance personnelle? Je pense que oui, mais je n'en avais absolument pas conscience. Alors j'en avais conscience sur des petits domaines, je savais que ça m'avait permis d'être moins timide, plus ouverte, plus curieuse, prête à aller hors de ma zone de confort. C'est pareil, c'était pas à la mode tout ça, tous ces questionnements. Donc je me rendais compte que ça m'avait changé, mais pas aussi profondément qu'aujourd'hui en ayant fait le bilan de tout ça, ça l'a été. Et moi, je pense que c'est vraiment cette idée que ça m'a permis de me sortir de cette société. Je voulais de toute façon sortir de ce mode de vie sociétal qui, au final, m'envoyait sur un chemin tout tracé dont je ne voulais pas. Alors, c'est moi personnellement. Et clairement, j'avais besoin de cet électrochoc et du voyage pour me rendre compte, alors même si ça a mis du temps, mais pour me rendre compte que je pouvais faire ce que je voulais et que j'étais la personne que j'étais et que j'avais pas à m'excuser de ça. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était très important. Par contre, c'était quand même mon mode de vie, un mode de voyage permanent. Donc, c'est ça aussi qui a permis cette introspection et cette… Je t'ai perdue. Ah, ça y est. Ah oui, ça y est, c'est revenu. On a eu un petit bug d'Internet. Je ne sais pas ce que tu as entendu du coup, ou ça s'est arrêté. Alors, ça s'est arrêté au moment où tu disais que tu étais dans un mode de voyage permanent. Euh, Du coup, c'était quand même 5 ans plus mon tour du monde sur la route. Donc, ça permet d'aller en profondeur et d'enlever ces couches un peu que la société et toutes ces boîtes m'ont été mises sur moi. Je ne suis pas sûre qu'un voyage d'1 mois ait le même impact. C'est ça aussi, je Ah pense, qui oui, est important de dire. Ouais. C'est que oui, c'est un un peu long de processus risque. et que c'est un processus de vie au final, de toute façon. Ouais, c'est clair. Après, ce que j'aime bien dire aussi, c'est quand même que le voyage, je trouve que en lui-même, ou du moins déjà le voyage solo, j'aime bien préciser le voyage solo, c'est une sorte de petite vie. Tu sais, tu vis beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, du coup, tu emmagasines des expériences en très peu de temps qui, dans la vie, dans la société, prendraient beaucoup plus de temps. Et c'est là, en fait, où tu gagnes du temps, où tu prends plus vite conscience des choses, je pense. Mais en effet, je te rejoins sur le fait que plus tu vas voyager longtemps, plus la transformation et les prises de conscience vont être profondes
et efficace, en effet, ouais. Mm. Mais c'est vrai, tu as raison ce que tu dis, parce qu'au final, on vit des amitiés parfois en une journée qui sont si intenses, des histoires d'amour qui durent 15 jours, mais on a l'impression d'avoir vécu 20 ans. Et oui, ces moments d'introspection, en fait, c'est parce que je pense qu'il y a cette liberté de se concentrer sur soi. Après, c'est un choix, hein, on peut partir en Mm. voyage sans faire tout ça aussi. Mais du coup, cette liberté sans avoir toutes les attentes, le travail, tous les à côté, les amis aussi qui nous voient d'une certaine manière. Donc au Mm. final, les perceptions, les projections de chacun. Ouais. Mm, mm. Tout à fait. Et du coup, on a parlé de ton tour du monde. Par rapport à tout vraiment ton historique de grande voyageuse, tu disais que tu te rappelais surtout des derniers voyages, enfin des voyages que tu as fait peut-être après ton tour du monde. Du coup, quel pays ou quelle aventure t'a marqué le plus que tu aimerais nous partager? Mm. Wow. Là, j'ai 3 pays qui viennent de me venir en tête, mais je pense que je vais parler quand même de la Patagonie en Argentine Mm. principalement. J'ai vécu en Argentine pendant 1 an et 9 mois en Patagonie. Et j'ai traversé avec une amie la Patagonie en autostop pendant 1 mois en faisant du couchsurfing dans différents endroits. Et l'Argentine, c'est vraiment un pays que j'ai l'impression d'avoir pu connaître de l'intérieur parce que j'ai fait en sorte de n'être qu'avec des Argentins, de ne parler qu'espagnol. Et vraiment, ils m'ont présenté leur culture et j'ai été à la pêche avec un Argentin, randonnée avec d'autres, des dîners familiaux. J'ai été votée. Ah ouais, J'ai accompagné un Argentin pour aller voter. C'était pour l'élection du président Macri à l'époque. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de vivre cette vie ouais. et de faire partie du pays. Mm. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aime beaucoup plus les voyages longs et les expatriations qui permettent d'aller en profondeur et de connaître ce pays et au final de se connaître à travers soi comme un miroir, comment on réagit à ce pays dans cette vie, est-ce qu'on s'y sent bien, parce qu'ensuite juste après j'ai été vivre au Japon, qui a été une expérience compliquée pour moi, passer de l'Argentine au Japon. Et au Ouais, final, c'est clair. oui, c'est intéressant de voir quelle personne on est dans chaque pays au final et qui est-on vraiment dans ça et qu'est-ce qui est la projection de ces sociétés sur nous. Ah ouais. Et du coup, comme tu nous parles du Japon, moi je suis curieuse. Le Japon, du coup, ouais, ça a donné quoi? T'es restée là-bas combien de temps? Oui, c'était mon rêve de vivre au Japon depuis que j'étais toute petite parce que j'ai fait du karaté à partir de 10 ans et ensuite j'ai appris le japonais. Mhm. Ça s'est réalisé que il y a quelques années, ça a été très dur, ça a été un gros choc culturel, je ne m'y attendais pas. L'intégration était compliquée en tant que PVTiste, impossible, Mm. impossible. Ouais. Et puis moi, j'avais mon burn-out en même temps. Du coup, c'est un pays magique que j'aime beaucoup maintenant, mais j'ai mis du temps à accepter que mon rêve n'était pas ce que j'avais imaginé. Mm. Euh, et à me rendre compte que ce que j'aimais aujourd'hui au Japon était totalement différent de ce que j'en attendais. Mhm. J'y ai vécu 10 mois et ensuite, comme ça se passait, j'en pouvais plus en fait. Donc je suis partie vivre en Thaïlande de 3 mois ensuite pour récupérer et me reposer et être dans une atmosphère plus détendue. J'y suis retournée 4 ou 5 fois ensuite dans les années suivantes pour des projets professionnels. Et donc D'accord. j'ai pu me réconcilier avec le Japon. D'accord. Mais du coup, quand tu dis que c'était un peu dur culturellement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, justement, une anecdote, enfin, de choses finalement par rapport à ça pour étayer le propos? Oui, alors moi je parle japonais, alors de basique, hein, c'est pas aussi bon que mon espagnol. Et du coup, je pouvais discuter avec les gens, mais j'avais l'impression que ça n'allait jamais en profondeur et que ça n'irait jamais en profondeur en fait. Et je me sentais profondément seule et c'est la première fois où j'ai eu besoin de me reposer sur une communauté française en fait. Ah oui. Avant, je n'étais jamais en contact. Mm. Et ouais, je pense que c'était cette grande solitude et me rendre compte que je n'avais pas ma place dans cette société. Mais c'est juste, j'étais, je ne sais pas comment dire, je ne convenais plus à ce type de société à cause de tous mes voyages en fait. Un peu trop de rigueur, un peu trop
de perfection. C'est une société très perfectionniste et j'avais pas envie d'être ça en fait. Moi, j'avais envie d'être profondément libre, ce qui correspondait à la culture argentine. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment ce choc des valeurs au final. C'était vraiment mes valeurs qui ne correspondaient pas à celles du pays. C'est pour ça que ça se passe mieux quand j'y retourne à plus courte durée en touriste au final ou en randonnée ou parce que je n'ai pas à me confronter à ça. En vivant dans un pays, pour s'intégrer, il faut quand même pouvoir aller au-delà de dire ah ben je trouve ces paysages beaux ou voilà. Ouais, J'ai pas envie d'être l'expat qui reste entre expats et c'est ça. qui fait pas un effort d'intégration. Et Mm. au Japon, j'ai pas réussi en fait. Donc je pense que c'est ça qui était compliqué. J'ai pas réussi à enlever la partie de moi qui avait besoin d'être enlevée pour pouvoir m'intégrer au Japon. Ah ouais, ok. D'accord. Mais je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon. Je pense qu'il faut être en accord avec ses valeurs. Donc c'est juste que c'était pas un pays qui me convenait. Oui, et puis je pense que la déception devait être d'autant plus dure, sachant que tu t'étais construit une idéalisation autour du pays, donc tu avais des grosses attentes et du coup, ouais, à mon avis, le choc a dû être d'autant plus important dans ce sens, Oui. ouais. Et du coup, pour revenir à la Patagonie et l'Argentine, justement, au contraire du Japon, qu'est-ce qui fait que ça a été juste incroyable pour toi? Ça a été vraiment un délice. Enfin, qu'est-ce qui caractérise pour toi justement la Patagonie et l'Argentine? Bah, je pense que c'est ce mot de liberté, en fait. Ça va passer par les grands espaces, mais ça va passer aussi par une flexibilité de la société à cause de son histoire, à cause de l'économie. Les gens ont besoin d'être flexibles pour pouvoir survivre, en gros. Et du coup, bah, oui, les gens sont en retard, les gens peut-être viennent pas, mais au final, c'est plus dans le flow, comme tu disais, et les choses s'enchaînent. Et peut-être que oui, c'est plus facile d'être moi-même dans ce type de société. Et puis, il y a évidemment la langue. Je parle couramment l'espagnol maintenant. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de communiquer et d'avoir des conversations profondes avec les Argentins que j'ai rencontrés, avec les Japonais. Pourtant, j'ai de nombreux amis japonais d'avant que j'avais rencontrés sur la route. C'est beaucoup plus compliqué, même en parlant un peu japonais ou eux en parlant anglais. Après, il y a des exceptions, bien sûr, mais pour faire des généralités, c'était plus simple de communiquer. Euh, et ouais, les grands espaces et les paysages si variés en Argentine, entre la mer, la montagne, les glaciers, la pampa. Enfin, Mm. Et ouais, parce que moi, la Patagonie, je t'avoue qu'on m'en a parlé plus d'une fois. On m'a parlé de la Patagonie alors, ça fait la frontière entre l'Argentine et le Chili. Non, oui. c'est au Chili qu'on m'a parlé de la Patagonie. Et donc, toi, tu l'as fait comment exactement? Est-ce que il me semble qu'il y a comment on appelle ça, c'est pas des hostels, c'est euh, Tu veux dire des des auberges? petites auberges, ouais, des petits gîtes, non? Euh, alors en fait, moi j'ai été 2 fois en Patagonie pendant mon tour du monde où là j'ai fait la version classique, aller en bus et en étant dans les auberges de jeunesse, principalement, oui, que des auberges de jeunesse avec dortoir. C'était très bien, mais je savais qu'il y avait quelque chose en plus et du coup de l'avoir fait en stop principalement. J'ai aussi gardé un chat pendant 3 mois à Bariloche, au nord de l'Argentine, donc j'ai pu Ah, t'as connaître des gardé gens. un chat, c'est trop mimi. J'adore les chats. Et de faire du couchsurfing. J'ai fait que du couchsurfing, je crois aussi en auberge à Ushuaia. Mais du coup, d'être constamment au contact avec les locaux et d'aller dans des endroits qui sont pas. Parce que voilà, il y a un peu le chemin classique, Ushuaia, Calafate, El Chalten, Bariloche, mais d'aller ailleurs, d'aller dans les parcs nationaux où les Argentins vont randonner. En faisant du stop, on s'est retrouvé aussi dans des villes pétrolières un peu pauvres. On a fait du couchsurfing là-bas. Donc, c'est de se rendre compte de la diversité, en fait, et au-delà de l'image touristique de il y a un glacier à voir, il y a ceci, mais vraiment de sentir la Patagonie et la poussière et la lumière et d'être là. Ah ouais.
C'est puissant. Moi, on me l'a vendu, ouais, surtout par rapport au paysage époustouflant qu'on peut y voir, quoi. Vraiment, Oui, c'est sûr. là-dessus, enfin, génial. Et donc, du coup, pour revenir aussi sur ta comparaison Amérique du Sud-Asie, du coup, finalement, est-ce qu'on revient à ce que tu nous as dit entre Argentine et Japon, dans le sens où tu pensais que l'Asie, ça allait être le continent qui allait te correspondre le plus, et puis au final, c'était plus l'Amérique du Sud. Donc, on en revient sur le fait que l'Amérique du Sud est plus relâchée que le continent asiatique, ou il y a autre chose? Après, ça dépend vraiment des pays, hein, parce que bon, l'Amérique du Sud, ouais, c'est assez relâché et libre dans les pays que je connais en tout cas. Pour l'Asie, vraiment le Japon c'est particulier, hein, c'est vraiment une culture très spécifique et pas du tout comparable à l'Asie du Sud-Est. Par contre, ça se rejoint sur la problématique de la langue en fait. Alors, j'en sais rien, je ne parle pas lao, je ne parle pas cambodgien, donc je ne peux pas dire quel type de rapport on peut avoir. En Thaïlande, je suis restée 3 mois, mais c'était dans la communauté nomade digitale, donc très en dehors aussi de la vie réelle au final. Donc c'est aussi sur moi cette responsabilité de ne pas avoir été à la rencontre des locaux et de ne pas être immergée totalement. Mhm. Après, je pense que ce qui est intéressant et ce que je viens de penser quand tu me posais la question, c'est que quand je suis partie en tour du monde, on peut dire clairement que je ne me connaissais pas moi-même. J'étais pas du tout self-aware. Je sais pas comment dire en français, mais Ouais, bah, au courant de moi-même. j'avais pas vraiment. J'avais une image de moi-même et de ce que j'aimais, etc. Mais j'ai découvert quelqu'un d'autre en voyage. Et c'est pour ça que l'Asie me correspond moins que l'Amérique du Sud. Et c'est vrai, au final, la personne que j'ai découverte est plus proche de l'Amérique du Sud et de ses Ah, mentalités d'accord. que de l'Asie. Et quand je suis partie, bah j'étais fan du Japon, j'étais fan de tout ce qui était culturellement japonais, que ce soit les arts martiaux, que ce soit l'art, la littérature, Mhm. la gastronomie. Mais aussi la gastronomie thaï, enfin voilà. Donc c'est Mhm. vrai que je me voyais plus dans ces sociétés-là. Je connaissais plus de choses aussi. L'Amérique du Sud, je connaissais pas grand-chose. Mhm. Donc c'est finalement en expérimentant que je me suis rendu compte ce qui me convenait mieux. Ouais, ah, ça c'est important, ça. C'est comme un shopping, tu vois une robe ou un t-shirt, tu dis, ah, il est sympa le truc, je me vois bien dedans. Au final, tu l'essayes, c'est pas top, ou vice-versa, tu vois. Faut toujours expérimenter. Ouais. Mais, Ouais. ah ouais, non, c'est cool, c'est Même top. sur un métier, au final, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas si Voilà. c'est pour nous. Et d'ailleurs, on pourrait faire le lien aussi avec, encore une fois, le voyage, dans le sens, enfin, moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, je m'en suis servie pour expérimenter différents métiers à droite à gauche dans différents pays, parce que justement, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je n'avais pas cette vocation que certains ont depuis leurs 5 ans. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, partir à l'étranger et expérimenter différents domaines qui m'attirent, bah, c'est la meilleure manière finalement après de me positionner clairement sur une chose. Oui, mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure pour une autre de tes questions que tu avais, c'est que on se permet plus de faire certaines choses comme le petit boulot qu'on ferait jamais en France parce qu'on a un diplôme et que c'est vraiment bizarre d'aller d'être serveuse ou de faire le ménage dans une auberge de jeunesse ou quoi. Ouais. Mais au final, on peut trouver des choses dans ces petits boulots-là et peut-être trouver aussi une passion. Et moi, j'ai gardé des animaux dans le monde entier avant de Ça le c'est faire en France. génial ça. Ça, c'est Ouais, génial. c'est Ouais. vraiment cool. Donc ouais, je pense qu'on se permet vraiment de tout tester, que ce soit le sport, les métiers, même les loisirs au final. Oui. Mm. C'est là où l'expérimentation se retrouve aussi, tu vois. En quelques mois, tu sais beaucoup plus qu'est-ce qui te correspond en tant que personne dans un métier que si tu restes chez toi en France, dans ton village, quoi. Dans ton village, en effet, comme toi, tu t'es fait l'image du Japon et de l'Asie, bah, on peut vivre dans l'illusion, tu vois, si tu expérimentes pas et si tu vas pas à la rencontre des choses. Enfin, pour moi, je trouve que l'expérience, c'est vraiment très, très important. C'est sûr. Après, il y a des
pour avoir parlé à beaucoup de femmes qui veulent voyager seules, parce que c'était ma spécialité, le voyage en solo, Mhm. il y a beaucoup de peur et beaucoup de limites que les gens se mettent pour pouvoir se permettre de faire ces expériences. Donc je comprends aussi à Mm. quel point ça peut être difficile d'oser parfois. Ouais, ouais. Après, qu'est-ce que tu leur répondais justement à ces jeunes femmes qui lisaient tes articles et qui certainement te disaient waouh, Lucie, j'ai trop envie de faire pareil, mais j'ose pas parce que si, parce que ça. Du coup, tu leur répondais quoi? Bah, j'essayais de les rassurer par mon expérience parce que je me suis jamais rien fait voler, il m'est jamais rien arrivé, et sur des années de voyage, hein, à part une ou deux rencontres un peu bizarres, mais comme il arrive en France au final. Mm. Donc oui, rassurée par l'expérience et moi, j'ai jamais voulu dire partez dans tel pays parce que c'est plus safe. Moi, je suis pas pour ça parce que souvent on dit ah mais partez en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Finlande, enfin des pays un peu plus sûrs, pas loin de chez vous. Mais je suis pas d'accord en fait. Moi, le premier pays un peu en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, c'était la Colombie, donc un pays rude. Et au final, je pense que c'est important de choisir le pays où vous avez envie d'aller. Euh, Ouais. parce que ce sera celui qui est en accord avec vos valeurs. Et il faut aussi se dire que dans les pays plus occidentaux ou plus riches, il y a moins de voyageurs, il y a moins d'entraide et c'est moins facile de rencontrer du monde parce que les budgets sont différents. Donc, en Nouvelle-Zélande, il y a moins de... Non, en Nouvelle-Zélande, il y en a beaucoup. Mais au Japon, il y a moins de voyageurs backpack pendant des mois. Donc, il y a moins de personnes à rencontrer. Il y a juste des touristes pour 15 jours. Mm. Donc, je pense que c'est plus important d'aller vers ce qui nous fait envie plutôt que de vivre une expérience moyenne, de se dire Ouais. je vais aux États-Unis parce que c'est safe. Bon, c'est pas vraiment safe en plus, mais parce que c'est safe et voilà, sauf qu'au final, on rencontre personne parce qu'il y a personne, Ouais, tout le c'est monde est dans les dommage. parcs nationaux et personne n'est dans les auberges de jeunesse. Donc, mais j'ai fait ces erreurs aussi, hein. J'ai Mm. été dans certains pays où finalement le pays était beau, mais il manquait quelque chose parce que c'était pas celui où je voulais aller vraiment à ce moment-là. Ouais, il n'y avait pas ce partage humain, quoi, parce que finalement aussi ce qu'on recherche en voyage solo, mine de rien, ça s'appelle voyage solo, c'est ce partage humain, c'est ces rencontres, c'est ouais, cette ambiance finalement, cette ambiance et ces échanges. Donc c'est sûr que moi, par exemple, dans mes premiers voyages, je me suis retrouvée dans un village en Allemagne, non mais un village thermal, hein. Il y avait, la moyenne d'âge, c'était 65 ans ou 70 ans. Ah bah là, je peux te dire que j'avais pas grand monde à rencontrer, hein, ça c'est sûr. Et Ouais. bon, et puis en plus, l'Allemagne, j'ai beau avoir des amis allemands, bah, c'est un peu pareil que, on va dire, le Japon côté chaleur humaine, c'est pas les meilleurs, quoi. C'est pas Ok, les moi je meilleurs. dirais pas ça, mais ouais. Moi j'aime bien l'Allemagne, j'aime bien les Allemands, mais Ouais, ouais, moi c'est aussi, moi. je les aime bien, mais bon, on Oui, peut pas dire que ce soit les plus chaleureux. non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Tout à Ouais. fait. Mm. Non, Mais et puis au final, le voyage en solo, on part pas on part, oui, pour faire de l'introspection, mais au final, c'est en rencontrant les autres qu'on apprend sur soi-même, mm, en faisant des choses ensemble et en discutant. Et c'est pas vraiment. en restant seul. Alors, si, il y a une grande valeur à randonner seul, et moi, je suis vraiment pour ça. Et c'est important d'avoir des moments de solitude, mais c'est clairement à la rencontre de l'autre qu'on Mm. apprend. Totalement. Et aujourd'hui, parce que là, tu nous parles des États-Unis, du Japon, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, est-ce qu'il y a des endroits qui te restent à faire, que tu n'as pas encore visités, qui sont dans le coin de ta tête et que tu vas certainement faire là dans les prochains mois ou années? Alors, il y a beaucoup de parties du monde que je n'ai pas encore visitées, que je voulais visiter, mais moi, je reviens souvent au même endroit parce que j'aime bien voir l'évolution et je vais très lentement. Donc, le monde entier, je ne le visiterai pas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de... Si je mourais demain, j'aurais pas de regrets. Ça, c'est sûr. Ah, ça, Donc, il c'est n'y a pas bien de... ça. Ouais. Il n'y a pas de lieu où j'ai envie d'aller. Si, bien sûr, mais le voyage est plus vraiment au cœur de ma vie, donc c'est clairement pas une priorité. Euh, j'ai pas vraiment
prévu de voyage, en fait, pour les prochains mois ou prochaines années, à part mon expatriation. Je compte m'expatrier à Édimbourg, en fait. Ah, ok. Donc, ça me permettra d'explorer l'Écosse et d'aller randonner dans le coin. Après, j'ai plus en tête des longs voyages que j'aimerais faire un jour. J'aimerais prendre le transsibérien, j'aimerais voyager en cargo, j'aimerais traverser la Patagonie à pied, j'aimerais traverser la Nouvelle-Zélande à pied. Donc, c'est plus des projets comme ça, des gros projets. Mais il n'y a Ouais, pas de lieu où je me dis, ah, il faut absolument que j'y aille. Je ouais, pense que t'es plus dans l'expérience que le lieu, quoi, en fait. oui, ouais, ouais. Bah, beaucoup plus dans le, dans le mouvement. Je trouve qu'il y a une beauté dans le mouvement. Et puis, bah, je trouve le voyage dans mon quotidien, en fait. Aujourd'hui, moi, que ce soit de manière culturelle, dans les livres que je lis, dans les films que je regarde, mon quotidien est principalement en anglais. Donc, ça me permet d'avoir toujours cette langue autour de moi. Et puis la marche et du coup l'observation de ce qui m'entoure. Et même dans ma petite campagne charentaise, je voyage. Même pendant le confinement, j'ai réussi à voyager et à voyager, à découvrir de nouveaux insectes et de nouvelles fleurs, des oiseaux, ce que je faisais pas du tout avant, je n'y connaissais rien. Donc, c'est plus une autre manière De de voir le voyager. voyage, je crois. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, quels sont tes projets, objectifs actuels là, au niveau pro, maintenant que tu vas délaisser un petit peu ce Mhm. côté, en effet, voyage, voyage et vagabondage. Du coup, aujourd'hui, maintenant, tu vas faire quoi? Alors du coup, moi, à côté du voyage, du blog de voyage, j'étais traductrice français-anglais. Donc, je vais prendre ça à plein temps. Enfin, j'ai déjà repris ça à plein temps. Ouais. Je faisais principalement dans le monde du tourisme et sciences et techniques. Et là, j'ai décidé de me consacrer à plus d'autres sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit l'écologie, la spiritualité, la psychologie. Donc, essayer de me réorienter. Et c'est toujours un travail alimentaire, dans quelque sorte. En fait, je veux pouvoir me reconsacrer sérieusement à l'écriture parce que le blogging voyage, c'était une super manière d'écrire, mais ça m'a fait délaisser la fiction. Et du coup, Ah je oui. travaille actuellement sur des scénarios. J'ai décidé d'explorer ce médium. Donc, voilà, je vais écrire des séries télé et des films. Et on va Waouh! voir ce que ça donne. Donc voilà, un peu partir dans cette branche, aucune idée. Je ne sais pas si ce sera un métier ou si ça restera un loisir, mais c'est ce que je fais actuellement. Top, top, top. Et donc, si les personnes qui nous regardent à l'heure actuelle veulent te retrouver, du coup, ils peuvent, on a toujours accès finalement au voyage vagabondage, au blog voyage vagabondage. Voyage et vagabondage est toujours accessible. Après, pour les actualités, si je repars en voyage, ce sera sur l'Instagram des vagabondages, donc l'Instagram du blog. Par contre, j'ai un nouveau Instagram qui est lucie.edar. Qui est associé à mon nouveau blog. J'ai lancé un nouveau blog qui s'appelle Enough, qui est iamenough.fr, qui est sur psychologie, spiritualité, écologie. Donc voilà, qui pareil me ressemble plus actuellement. Donc ce sera ces deux endroits-là où il se passe des nouvelles choses. Super, super. Bah, je mettrai tout ça dans la description. Et Oui. pour finir cette interview, du coup, si tu avais la possibilité d'écrire un message au monde entier sur, imaginons, un écran à Times Square à New York, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais y laisser? Voilà, quel message tu aimerais donner au monde? Ah, en anglais, je mettrais juste un mot en fait qui est listen, écouter, parce que je pense que c'est le plus important aujourd'hui d'être à l'écoute de soi, à Mhm. l'écoute des autres et à l'écoute des opportunités. Ça peut être totalement banal, ça peut paraître totalement banal et cliché, mais en fait, je pense que ça peut solutionner bien des choses quand on écoute l'autre au lieu de réagir et de prendre les choses personnellement, ça se passe mieux. Quand on est à l'écoute des opportunités, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas qu'un chemin tout tracé et Mhm. qu'on peut prendre un autre chemin. Et quand on est à l'écoute de soi, forcément, ça va beaucoup mieux et on évite le burn-out, comme moi je l'ai fait. Donc Ouais. voilà, c'est ce que je mettrais aujourd'hui.
Waouh! Non, c'est bien, c'est super. Là, tu as balayé 3 dimensions en plus avec le mot listen. C'était puissant, puissant. J'ai bien Merci. aimé. Super. Bah, écoute, Lucie, merci vraiment pour cette interview. On arrive à la fin Bien, et merci pour ta transparence parce que bah, avec c'est plaisir. super important d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à soi-même. Et c'est courageux de ta part, c'est courageux hein, parce que finalement ça fonctionnait, c'était du travail. Donc je pense que c'est pareil, ça n'a pas dû être une décision facile hein, de se dire waouh, j'ai tellement donné pour ça et je le laisse. Enfin, ou je le, c'est même pas je le laisse parce que ça va toujours exister, mais ce sera moins important. Je pense que tourner une page dans une vie, ouais, on se pose quand même sacrément des questions avant de la tourner, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est sûr, c'est courageux, mais je pense que c'est important d'être courageux, de faire ses pas, parce qu'on se rend compte que ça se passe beaucoup mieux une fois qu'on est aligné avec ses valeurs. Moi, j'ai traversé une année très compliquée où j'étais vraiment en conflit avec moi-même dans ma tête. Et quand cette décision a été prise, tout coule de source plus facilement en fait. Donc, même si ça fait peur, encore une fois, je pense que c'est important d'aller au-delà pour se rendre compte que bah, ça valait la peine. Mmh. Super. Bah, écoute, Lucie, merci beaucoup et vraiment, je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement Ce et, serait chouette. et encore bravo pour ton parcours en tout cas. Merci beaucoup. Ben, merci pour l'interview. C'était vraiment très intéressant et très sympa. Super. Bah, écoute, merci et à très bientôt. À bientôt.